Une jeune fille en robe de mariée regarde la ville la nuit par la fenêtre et tente de comprendre comment tout cela a pu arriver. Une voix s'élève derrière la mariée, proposant de l'aider à enlever sa robe. L'homme qui se tient sur le seuil sourit et dit qu'il lui sera difficile d'enlever une telle robe toute seule. La jeune fille agrippe désespérément les attaches et assure qu'elle peut très bien s'en occuper toute seule. Le marié déboutonne délicatement la robe et dit que tu ne peux pas tout gérer seule et que ce n'est pas là que tu devrais commencer ta vie de famille. L'homme se penche vers la mariée et lui murmure que le moment où elle enlève sa robe est bien plus important que celui où elle la met. La mariée pense que sa première rencontre avec cet homme était totalement insignifiante, tout comme leur mariage. La seule différence, c'est que la fin de ce mariage était déjà inévitable. Un mariage ne dure qu'une journée, mais le mariage est toute une vie. Avant de s'engager dans la vie de famille, les couples organisent pour eux-mêmes le plus beau jour de leur vie. Amanda Smith est organisatrice de mariage, et son métier consiste à faire de cette journée un moment inoubliable pour les mariés. Bien que les mariages des riches paraissent luxueux et majestueux, la réalité est bien différente. Dès le début de la cérémonie, une jeune fille en colère fait irruption dans la salle et se met à hurler. La jeune fille s'envole vers Amanda et, hurlant que tous les problèmes sont de sa faute, la frappe au visage de toutes ses forces. La rebelle hurle qu'Amanda a osé organiser le mariage de son bien-aimé avec un autre et, prenant la fuite, bouscule l'organisatrice. La jeune fille, ne s'attendant pas à une telle chose, se laisse tomber violemment en arrière contre la table, d'où un gâteau de mariage lui tombe dessus. Le voyou, s'emparant d'une bouteille de champagne sur la table, la frappe en criant qu'il va la tuer. Amanda hurle d'horreur en apprenant qu'il s'agit d'une édition limitée de champagne Dom Pérignon, dont le prix est de 2 000 $ la bouteille. Finalement, la sécurité fait irruption dans la salle et, devant un public stupéfait, tord la jeune fille enragée qui, surprise, lâche la bouteille. Amanda se jette désespérément en avant, se roule sur le ventre et parvient miraculeusement à attraper la bouteille au dernier moment. Les gardes de sécurité emmènent de force la jeune fille rebelle, qui hurle que le marié allait réellement l'épouser. L'organisateur s'approche du micro, s'excuse pour la gêne occasionnée, demande à tous les invités de marque de rester à leur place, la cérémonie reprendra dans quelques minutes. Le directeur Kant tend une serviette à Amanda et remarque qu'elle maîtrise parfaitement son art. À l'entrée, un beau jeune homme observe silencieusement tout ce qui se passe et confie à sa secrétaire qu'il aime tout. Dans la salle de pause, Amanda peine à se redresser et dit à Rina, son assistante, qu'elles ont fait du bon travail aujourd'hui. Monsieur Kant entre dans la pièce et demande aux filles si tout va bien. Le gérant affirme que c'est son service qui aurait dû arrêter le voyou et invite Amanda à monter dans une chambre pour se rafraîchir. La jeune fille, radieuse sous la douche, se dit qu'il ne serait pas inutile de suivre un cours d'autodéfense. Tout en s'essuyant la tête, Amanda entend frapper à la porte et suppose qu'il s'agit de vêtements de rechange. La jeune fille ouvre la porte et aperçoit un homme incroyablement beau sur le seuil, lui demandant avec étonnement qui il est. L'homme tend une carte de visite à Mademoiselle Smith et lui dit de s'habiller et de venir dans la chambre 206, où il l'attendra. L'homme part brusquement, Amanda le regarde s'éloigner, complètement déconcertée. Quelque temps plus tard, la jeune fille déambule sur le sol en regardant autour d'elle, confuse, à la recherche du numéro dont elle a besoin. Les employés de la société de gestion hôtelière sont généralement logés à cet étage, et Amanda se demande pourquoi sa présence serait nécessaire ici. L'organisatrice craint que la direction de l'hôtel ne veuille lui réclamer des dommages et intérêts pour avoir nui à la réputation de l'établissement. Soudain, la jeune fille explose et pense qu'elle devrait exiger une compensation pour tout ce qui s'est passé au mariage. Arrivée devant la porte de droite, Amanda tente de se ressaisir et de se calmer. Un bel homme, récemment installé sur le canapé, déclare calmement s'appeler Dan Walsh. Amanda se présente en guise de réponse et explique qu'elle représente la société Eternal Love, qui organise des mariages. L'homme regarde son interlocutrice et lui demande soudain pourquoi elle porte un uniforme d'hôtel. Mademoiselle Smith explique timidement qu'il y a eu un incident lors d'un récent mariage et qu'elle n'avait pas de vêtements de rechange, alors Monsieur Kant lui a gentiment prêté un uniforme. Monsieur Walsh demande avec un sourire si ce qui s'est passé au mariage peut être qualifié de petit incident. La jeune fille avoue, un peu gênée, que des imprévus surviennent parfois lors des fêtes, comme c'est le cas aujourd'hui. Amanda explique que l'entreprise ne s'occupe que de la partie officielle. Elle n'est donc pas au courant des détails internes. Mademoiselle Smith affirme avec conviction que leur entreprise respecte scrupuleusement toutes les clauses du contrat et que Monsieur Walsh peut donc leur confier ses vacances en toute confiance. Dan regarde la jeune fille avec surprise et lui demande pourquoi elle a décidé qu'il serait un futur client.
Amanda, perplexe, répond que d'habitude, les personnes qui la contactent sont ses futurs clients. Dan se penche en arrière sur le canapé et invite soudainement la jeune fille à travailler ensemble. Mademoiselle Smith se lève brusquement, s'incline et déclare qu'elle félicite chaleureusement l'homme pour son mariage. Monsieur Walsh fronce visiblement les sourcils et regarde son interlocuteur avec incompréhension. Dan lève la tête et déclare qu'Amanda l'a mal compris. Il lui propose simplement un emploi à l'hôtel. Cet homme affirme que leur hôtel accueille plus d'une centaine d'événements chaque année, dont plus de la moitié sont des mariages. Dan poursuit en expliquant qu'il prévoit d'aménager ce secteur et qu'il recherche un spécialiste qui réponde à leurs besoins. Amanda avoue timidement être flattée par cette proposition, mais elle possède sa propre entreprise d'organisation de mariage. Monsieur Walsh affirme être prêt à discuter des conditions, à moins que la jeune fille ne refuse fondamentalement de travailler avec lui. Mademoiselle Smith est extrêmement gênée, mais elle demande tout de même qui est exactement Monsieur Walsh. L'homme ouvre même la bouche, surpris, se demandant si la jeune fille ne l'avait vraiment pas reconnue. Amanda dit que, d'après la carte de visite, Dan est à la tête d'une entreprise, mais elle n'a pas compris laquelle. Le secrétaire de Dan, Tom Jones, annonce avec joie que son patron est le nouveau directeur du groupe hôtelier E-Hill, qui vient de rentrer de l'étranger. Tom affirme que M. Walsh a reçu de nombreuses excellentes recommandations de la part de dirigeants hôteliers de premier plan et est retourné dans son pays d'origine pour diriger l'entreprise. La secrétaire commence à vanter les qualités personnelles de Dan, mais l'homme fait un geste de la main et déclare que ce qui a été dit suffit. Amanda est surprise de réaliser que devant elle se trouve nul autre que le président de l'hôtel Akil. Dan dit que la jeune fille devrait maintenant comprendre les avantages de travailler avec lui et lui demande ce qu'elle pense de sa proposition. La jeune fille réfléchit un instant, puis déclare d'un ton catégorique qu'elle est obligée de refuser M. Walsh. Mademoiselle Smith se lève du canapé et déclare que si tout a été décidé, il est temps pour elle de partir. Dan raconte, perplexe, que la jeune fille ne s'est même pas renseignée sur les conditions qu'il lui proposait. Amanda la remercie pour sa proposition, mais l'assure qu'elle a beaucoup à faire et qu'elle doit vraiment partir. Monsieur Walsh se lève du canapé et déclare avec arrogance que Mademoiselle Smith regrettera son refus. La jeune fille fronce les sourcils et déclare que Dan n'a pas à s'en soucier. En voyant Amanda partir, Monsieur Walsh leur suggère d'y réfléchir à nouveau et de l'appeler s'ils changent d'avis. Les filles sont en voiture, et Amanda leur rappelle qu'une séance photo est prévue à 17h, mais qu'elles doivent d'abord passer rendre le diadème. La jeune fille évalue ses dépenses et ses revenus et se rend compte qu'elle parvient à peine à équilibrer ses comptes. Amanda se souvient avec un sourire des paroles de Monsieur Walsh, selon lesquelles elle regretterait son refus. Rina fouille dans les sacs. Soudain, ses yeux s'écarquillent et elle interpelle son patron avec horreur. Effrayée par le cri de Rina, Mademoiselle Smith demande sèchement ce qui ne va pas, et l'assistante répond qu'ils ont des problèmes. Amanda tente de comprendre les paroles de Rina, selon lesquelles il semblerait qu'elles aient perdu le diadème. La jeune fille commence à transpirer et dit qu'elle a personnellement emballé le diadème dans l'étui. Rina commence à se ronger les ongles et avoue qu'après tout ce qui s'est passé, elle ne se souvient plus de ce qui était emballé ni où. Amanda fait demi-tour brusquement, franchit 2 lignes continues et crie qu'elle doit retourner d'urgence à l'hôtel. La voiture n'a pas le temps de ralentir devant l'entrée de l'hôtel que Rina en sort en trombe et court à l'intérieur. Mademoiselle Smith se presse la main contre le front, désespérée, et pense que sans ce fichu gâteau, elle n'aurait pas eu à se changer et elle s'occuperait personnellement de tout. 1 heure plus tard, après avoir fouillé tout le salon, les filles sont contraintes d'admettre que le diadème a disparu. Amanda n'a plus de visage et demande à Rina d'aller lui acheter une bouteille d'eau. Le téléphone sonne. En répondant, la jeune fille demande avec espoir si Monsieur Kant a vérifié les caméras de vidéosurveillance. Le responsable affirme qu'à la demande des mariés, les caméras ont été éteintes et que la police ne constate aucune preuve que le diadème Bir ait été volé. Avec un sentiment de désespoir, Amanda réalise qu'il est désormais impossible de retrouver le diadème. Mademoiselle Smith remercie la directrice pour son aide et s'assoit sur le canapé complètement désespérée. Rina, de retour, espère qu'ils auront une assurance pour ce genre de situation. Amanda répond calmement que l'assurance ne couvrira pas le coût de la précieuse tiare. Le diadème en diamant coûte 700 000 $ et le montant maximal de l'assurance sera de 200 000 $. La jeune fille presse ses mains contre son visage et pense avec horreur qu'elle n'a tout simplement nulle part où mettre un demi-million de dollars. Soudain, Amanda se souvient des paroles de Dan, qui avait dit qu'il accepterait n'importe quelle somme que la jeune fille demanderait. La jeune fille se souvient que M. Walsh lui a suggéré d'y réfléchir et de le rappeler. Mademoiselle Smith se lève d'un air décidé et ordonne à Rina d'aller seule au studio pour le tournage,
et qu'elle doit régler le problème du diadème. Au même moment, dans sa chambre, Dan demande avec étonnement à la secrétaire comment Amanda a pu ne pas le reconnaître. Tom rassure son patron en lui expliquant qu'il était à l'étranger depuis longtemps et que la jeune fille ne pouvait donc pas être au courant de son existence. L'homme regarde pensivement par la fenêtre et dit à Tom qu'il doit absolument recruter Amanda dans son équipe. Mademoiselle Smith est assise en face de Dan, qui lui demande pourquoi sa décision a changé si rapidement. La jeune fille admet avoir commis une terrible erreur en refusant M. Walsh, mais à présent, elle a retrouvé ses esprits et l'accepte avec joie. Soudain, Amanda se décide et demande à M. Walsh s'il peut lui prêter 500 000 dollars. Dan reste silencieux, pensif, et Mademoiselle Smith réfléchit frénétiquement aux conséquences qu'une telle insolence pourrait avoir pour elle. Soudain, le président annonce qu'ils ont donné leur accord. La jeune fille ne comprend pas comment on peut accepter si facilement une requête aussi étrange. Monsieur Walsh ordonne à Tom de sortir un moment et de les laisser seuls, lui et Mademoiselle Smith. Dan fixe Amanda du regard et lui dit qu'il est prêt à lui prêter de l'argent, mais à une condition. La jeune fille regarde l'homme avec appréhension. Bien sûr, tout ne pouvait pas être aussi simple. Amanda est assise au bar de l'hôtel et enchaîne les shots. Quelqu'un pose la main sur la jeune fille et remarque qu'elle devrait boire un peu plus lentement. Le photographe Alan remarque que seule Rina est venue à la séance photo et demande depuis combien de temps Amanda fréquente ce bar. Le jeune homme raconte que la séance photo s'est déroulée sans problème, que la mariée était heureuse et qu'Amanda n'avait aucune raison de s'inquiéter. Alan est déjà au courant des problèmes de la jeune fille. Rina lui a tout raconté. Et il se demande si Amanda maîtrise la situation, mais la jeune fille continue de boire en silence. Madame Smith mâche son encas, se tourne vers Rina et lui dit qu'elle n'est plus sa patronne. À la grande surprise des jeunes, Amanda annonce qu'elle a décidé de travailler comme organisatrice de mariage à l'hôtel Highkill. Fortement ivre, la jeune fille raconte avec un sourire qu'elle a réussi à trouver un nouvel emploi en 1 heure seulement. Rina se met à pleurer, mais son ancienne patronne la calme et remarque que tout ce qui s'est passé n'était que sa faute, qu'elle va corriger. Alan demande, d'un air suspicieux, si Amanda travaillera vraiment uniquement comme organisatrice de mariages exclusives. Mademoiselle Smith frissonne, et le photographe remarque que le montant de la dette est trop important s'il y avait d'autres conditions dans son contrat. Amanda se souvient que la seule condition de Dan était qu'elle couche avec lui. Après avoir entendu parler de cette maladie, Amanda décida qu'elle avait tout entendu, que cela ne pouvait tout simplement pas arriver. La jeune fille pense que le président est tout simplement stupide. Il ne peut pas sérieusement exiger une telle somme, même pour 500 000 dollars. Amanda se prend la tête entre les mains et pense désespérément qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Soudain, Dan apparaît devant l'entreprise, sourit et remarque que Mademoiselle Smith a décidé d'organiser une fête d'adieu. En regardant la jeune fille, Monsieur Walsh déclare avec un sourire qu'en tant qu'employée de l'hôtel, elle a droit à une réduction au bar de l'hôtel. Alan touche l'épaule d'Amanda et lui demande, surpris, si elle connaît cet homme. Dan tend la main à l'homme et se présente. Alan n'a d'autre choix que de faire de même. Soudain, Amanda s'interpose entre les hommes et déclare qu'elle a besoin de parler de toute urgence au président en privé. Alan demande discrètement à la jeune fille si elle va bien, car elle est passablement ivre. Amanda demande au jeune homme de prendre soin de Rina, et elle-même a quelques problèmes non résolus. Assise dans la suite présidentielle, la jeune fille soupire bruyamment mais n'ose pas entamer la conversation. Dan regarde Amanda d'un air pensif, ne comprenant pas de quoi pourrait bien parler cette conversation pour mériter de tels soupirs bruyants. Lassé d'attendre, Monsieur Walsh remarque avec tact qu'Amanda n'est pas en grande forme et suggère de reporter la conversation à demain. Finalement, la jeune fille se décide et déclare que la somme qu'elle a empruntée au président servira à retrouver le diadème disparu. L'homme examine calmement son interlocuteur et remarque que toute la situation paraît très étrange. Soudain, Amanda baisse la tête et avoue qu'elle n'a jamais couché avec personne auparavant. Dan regarde la jeune fille avec étonnement, ne sachant pas comment réagir à ces paroles. Amanda rougit et demande, gênée, ce qu'elle devrait faire. Monsieur Walsh continue de regarder la jeune fille en silence, ne sachant pas quoi dire dans cette situation. Soudain, Amanda murmure qu'elle devrait se renseigner sur les préférences de Dan avant d'avoir des relations sexuelles. L'homme agite les mains avec horreur et avoue qu'il ne s'agissait que d'un test pour savoir si la jeune fille était sérieuse. Amanda saisit violemment les mains de l'homme, réalisant qu'elle se trouve dans une situation complètement absurde. Dan retire brusquement ses mains et crie que si elle a besoin de payer le diadème, elle peut utiliser le programme de crédit de l'entreprise. Complètement ivre, Mademoiselle Smith saisit à nouveau Walsh par la main
et lui demande si Dan va vraiment lui donner de l'argent et ne pas exiger qu'elle couche avec lui. L'homme hoche la tête en signe d'approbation et se demande si la jeune fille est vraiment ivre ou si elle fait semblant. Amanda s'incline respectueusement devant Walsh et déclare qu'elle n'oubliera jamais sa gentillesse. Soudain, la jeune fille s'effondre sur le canapé et s'endort aussitôt. Dan essaie de soulever Amanda, mais elle lui fait signe de la main et lui demande de la laisser enfin dormir. Mademoiselle Smith s'enveloppa la tête dans une couverture comme dans un cocon et ronflait insouciante dedans. Le téléphone sonne brusquement. La jeune fille retire sa main de sous la couverture et tente de le trouver à tâtons. Se tournant sur l'autre côté, mademoiselle répond à l'appel et salue d'une voix endormie son interlocuteur. Pendant ce temps, Dan sort de la douche, s'essuie les cheveux mouillés et entend une voix provenant de la pièce. Soudain, la jeune fille se lève d'un bond, demande pardon à son interlocuteur et déclare qu'elle est déjà en train de courir. Après s'être habillée rapidement et avoir attrapé ses affaires, Amanda regarde autour d'elle en courant et ne comprend pas ce qu'elle fait encore à l'hôtel. En entendant la porte claquer, Dan se demande avec colère à qui Amanda parlait si gentiment. L'homme est tout simplement furieux. Comment cette fille a-t-elle osé s'enfuir sans dire un mot? Amanda passe en courant devant le bar où Tom est au téléphone avec son patron. Le président ordonne à sa secrétaire de lui amener immédiatement mademoiselle Smith. Tom sort en courant de la chambre d'hôtel, pensant qu'il a dû se passer quelque chose entre ces deux-là, car ils n'ont pas quitté la chambre de toute la soirée. Finalement, la secrétaire remarque mademoiselle Smith près de la fontaine, qui court vers un jeune homme. En montant dans la chambre de monsieur Walsh, Tom constate que le patron est de très mauvaise humeur. Le secrétaire rapporte avoir vu mademoiselle Smith près de la fontaine, à quelques mètres seulement de l'entrée. Le président est alors stupéfait d'apprendre que la jeune fille n'était pas seule, mais accompagnée d'un homme. Dan, furieux, frappe du poing sur la table et demande si l'homme pourrait être un employé de l'hôtel. Tom dit que le type était habillé de façon décontractée et qu'en plus, il n'avait pas l'air d'avoir plus de 20 ans. Il est donc peu probable qu'il travaille à l'hôtel. La secrétaire ajoute également que malgré le grand nombre de personnes présentes, mademoiselle Smith et le jeune homme se sont enlacés. Walsh se frotte le menton, pensif, et ordonne à Tom de se renseigner sur ce jeune homme. Perplexe, Monsieur Jones déclare que si le patron compte travailler avec madame Smith, il devrait la traiter comme une employée ordinaire. Dan prépare du thé et demande à Tom s'il en connaît un peu plus sur cette boisson. Le président invite l'homme à imaginer la situation comme si la secrétaire se promenait en montagne et, par pur hasard, avait trouvé des feuilles de thé d'excellente qualité. Tom lave les feuilles qu'il a soigneusement ramassées, traite et soigne chaque feuille avec attention. Le secrétaire attend avec impatience le jour où il pourra se faire une tasse de thé pour la première fois. Cependant, surgissant de nulle part, un homme prend tout le thé de Tom, ce qui est exactement ce qu'un homme devrait faire dans un tel cas. L'assistant, complètement absorbé par ses rêveries, frappe du poing sur la table et déclare qu'il va immédiatement courir après le voleur et le faire payer pour son larcin. Le patron jette un regard penaud dans la tasse et déclare que le thé de grande qualité de Dan Walsh a été infusé pour la première fois la veille au soir. Il s'est avéré que mademoiselle Smith était la même voleuse qui avait bu ce thé et s'était enfuie sans dire un mot. Tom est sous le choc en apprenant la nouvelle. Il s'avère que mademoiselle Amanda l'avait volé au patron la première fois. Dan dit avec un sourire qu'il aime l'idée d'une vengeance à base de thé et qu'il prévoit de laisser infuser le tout un moment. Allongée dans sa chambre, Amanda se dit qu'elle est complètement folle, puisqu'elle a réussi à s'évanouir dans la chambre de son patron. Soudain, l'image de monsieur Walsh allongé sur le lit apparaît dans l'esprit de la jeune fille. La jeune fille se prend la tête entre les mains, désespérée, et ne comprend pas d'où peuvent bien venir de telles fantaisies dans son cerveau. Le téléphone sonne, et mademoiselle Smith, voyant que c'est son amie Nora qui appelle, répond avec lenteur. Une amie demande avec un sourire si tout va bien pour Amanda. D'après les rumeurs, la jeune fille aurait trop bu hier. Nora entend avec intérêt la voix étrange de son amie et dit que quelque chose a dû se passer. Amanda décrit avec nostalgie ce que Nora ferait si elle couchait avec son patron, mais qu'elle ne s'en souviendrait de rien. L'amie demande avec crainte si la jeune fille est devenue folle, puisqu'elle tient de tels propos incohérents si tôt le matin. Soudain, Nora déclare que si Amanda n'est pas occupée, elle l'attend à l'hôtel Highkill car elle a une conversation à avoir. Amanda supplie son amie de la retrouver n'importe où, mais pas dans cet hôtel, mais Nora lui dit qu'elle l'attendra sur la terrasse d'été et raccroche. Terry entre dans la pièce et demande avec crainte pourquoi sa sœur est en colère. Amanda regarde son frère avec douceur et le rassure en lui disant que tout va bien et qu'elle n'est pas du tout en colère. La jeune fille tapote la tête du jeune homme et lui suggère d'aller se faire une omelette. Son frère doit avoir faim.
Amanda pose une assiette devant Terry, qui se met à applaudir de joie. Mademoiselle Smith, après avoir mis ses lunettes, jette un regard nerveux autour d'elle, espérant ne pas croiser Dan ici. Nora s'approche et appelle son amie, ce qui provoque chez elle un tic nerveux. Amanda retire ses lunettes avec lassitude et demande à Nora de quoi elle voulait lui parler. La jeune fille sort des papiers et annonce que leur société de médias lance un nouveau projet. Surprise, Amanda apprend qu'une amie lui suggère de prendre Terry comme modèle. Nora boit du thé et dit que leur proposition est une excellente opportunité pour le jeune homme de s'adapter à la société. Amanda fait remarquer que pour une entreprise spécialisée dans les concepts d'innocence et de pureté, un jeune homme de 20 ans qui voit le monde à travers les yeux d'un enfant de 6 ans serait tout à fait approprié. Nora sourit et dit que Terry pourrait être mannequin tout simplement parce qu'il est beau. Un ami assure que c'est une chance formidable pour un jeune homme, même s'il voit le monde avec des yeux d'enfant, mais qu'il y a maintenant beaucoup d'enfants acteurs qui font un excellent travail. Après avoir appris qu'Alan souhaitait être le photographe de Terry, Amanda accepte d'y réfléchir. Nora dit avec un sourire que Terry lui-même avait dit qu'il voulait essayer. La journaliste affirme avoir discuté de cela avec son petit ami hier, alors qu'Amanda était sortie toute la nuit. Nora regarde son amie et remarque qu'Amanda ne peut pas mentir, car ses yeux la trahissent immédiatement. Amanda essaie d'avoir l'air le plus sincère possible, mais ses yeux se mettent traîtreusement à loucher de gauche à droite. Nora affirme que, si l'on en juge par l'étrange question de la jeune fille, c'est elle qui a passé la nuit dernière avec son patron. Sachant qu'Amanda travaillera à l'hôtel, son amie se demande à qui la jeune fille faisait référence, au directeur ou à quelqu'un de plus haut placé. Soudain, Amanda explose de colère et crie que son amie a raison sur toute la ligne. La jeune fille rougit et murmure à son amie qu'elle a passé toute la nuit avec son patron. Mais elle ne se souvient plus s'il y a eu quelque chose entre eux ou non. Nora demande à Amanda combien elle a bu auparavant, et son amie avoue timidement qu'elle a pris au moins 10 verres. Soudain, la journaliste demande à son amie, surprise, si elle a bien avec elle l'objet qu'elle a reçu en cadeau. Amanda dit pensivement qu'elle a toujours sur elle un stylo enregistreur, mais qu'elle l'a complètement oublié. La jeune fille tient le stylo à la main, hésitant à l'allumer. Mais Nora déclare d'un ton décidé qu'il vaut mieux tout savoir pour en être sûre. Amanda déclare avec désespoir qu'elle ne se souvient de rien du tout et qu'il vaudrait peut-être mieux ne rien savoir. Nora lui retire habilement le stylo et déclare que les jérémiades de son amie sont tout simplement agaçantes. La journaliste appuie sur le bouton d'un geste décidé. Le cœur d'Amanda se met à battre plus vite. Soudain, Dan Walsh apparaît derrière Amanda et lui demande avec intérêt ce que la jeune fille fait là. Une jeune fille, terriblement gênée, salue un homme et lui demande bêtement comment il va. C'est à ce moment précis que la poignée se met en marche et de forts gémissements commencent à se faire entendre. Sans la moindre gêne, son amie lui tend sa carte de visite et explique qu'elle s'appelle Nora Adams, qu'elle est journaliste et aussi la meilleure amie d'Amanda. Dan sourit joyeusement, se présente comme le président de l'hôtel E-Hill et déclare avoir une relation particulière avec Mademoiselle Smith. Amanda confie timidement à son amie que c'est Monsieur Walsh qui s'est occupé de son travail dans cet hôtel. Dan murmure à l'oreille de la jeune fille qu'il l'attendra dans la même pièce où ils se sont rencontrés la veille. L'homme dit poliment au revoir aux filles et leur annonce qu'il doit partir. Nora donne un petit coup de coude à son amie en riant et lui dit que cette fois-ci, elle a choisi un type formidable. Son amie montre ses mains à Amanda et affirme que cela vaut vraiment la peine d'entendre Amanda gémir. La jeune fille, horrifiée, tente d'arracher le stylo des mains de son amie, mais celle-ci ne fait que rire. Soudain, les jeunes filles sont interrompues par Monsieur John qui leur annonce que Monsieur Walsh lui a demandé d'escorter Mademoiselle Smith. L'homme se présente poliment à Nora et lui dit de le prévenir si elle décide de séjourner dans leur hôtel. Amanda observe la façon dont les jeunes se regardent et pense avec irritation que son amie tombe amoureuse en 3 minutes. La jeune fille pousse Tom vers la sortie et lui fait remarquer que le président n'aime probablement pas être en retard. La secrétaire conduit la jeune fille dans sa chambre et lui demande d'attendre un peu. Monsieur Walsh arrivera bientôt. Amanda entre dans la pièce et pense qu'elle commence déjà à s'y habituer. Soudain, la porte de la chambre s'ouvre, une jeune fille sort et regarde Mademoiselle Smith avec surprise. Amanda se rend compte qu'elle a confondu les numéros, s'excuse auprès de la jeune fille et court vers la sortie. Soudain, la jeune fille sourit et dit que Mademoiselle Smith devrait se tenir devant elle, car c'est elle qui célébrera leur mariage. Amanda se retourne avec horreur et tente de comprendre de quel genre de mariage il parle. La porte s'ouvre et Dan entre dans la pièce. Amanda commence alors à comprendre quel genre de mariage la jeune fille avait en tête. Mademoiselle Smith, assise sur le canapé,
pense avec colère que malgré sa fiancée, Monsieur Walsh s'amuse bien le soir. Dan dit à Anna qu'elle n'a pas à s'inquiéter car Amanda est la meilleure pour gérer ce genre de situation. La jeune fille regarde l'homme avec perplexité, se demandant à quel cas similaire il fait allusion. Amanda se souvient du mariage d'hier. Apparemment, c'est de ce genre de cas dont parle le président. Anna dit avoir entendu parler du récent incident et pense que mademoiselle Smith est vraiment compétente dans son métier. Walsh annonce joyeusement à Anna que personne ne doit voir la robe de mariée avant la cérémonie. Amanda regarde Dan avec désespoir. Comment peut-il demander aussi calmement à la fille avec qui il a couché d'organiser son mariage? La jeune fille se demande avec douleur si elle doit choisir la voie de la justice ou devenir esclave du capitalisme. Amanda imagine comment elle va se lever d'un bond et dire, juste devant Anna, que ce salaud était dans le même lit qu'elle la nuit dernière. Mademoiselle Smith se persuade de se lever et de dire à sa chère Anna la vérité au sujet de son fiancé. La jeune fille se lève et commence à parler du mariage, mais la porte s'ouvre à nouveau et Anna regarde joyeusement la personne qui entre. Arthur, un acteur célèbre, entre en volant dans la pièce et, les bras grands ouverts, court vers Anna. Arthur s'excuse pour son retard et explique qu'il a été retenu par des journalistes. Amanda réalise alors que le fiancé d'Anna n'est pas du tout Monsieur Walsh. Dan regarde mademoiselle Smith avec un sourire et lui demande ce qu'elle voulait dire à propos du mariage. Toute l'entreprise regarde Amanda avec attente, et elle pense qu'elle s'est une fois de plus retrouvée dans une situation ridicule. La jeune femme affirme catégoriquement qu'il s'agit de son premier mariage en tant qu'employée d'hôtel et que cela la rend très nerveuse. Anna affirme que mademoiselle Smith est très honnête, c'est pourquoi elle souhaite lui confier l'organisation de son mariage. Dan remarque qu'il est temps pour le couple de partir et leur conseille de faire attention aux journalistes. Les jeunes s'en vont, et Walsh déclare calmement qu'Anna est une parente éloignée et que toute la famille est contre son mariage avec l'acteur Arthur. Le président affirme que la célébration sera secrète, donc tout doit rester secret. Amanda hoche la tête en silence. Dan dit qu'il va envoyer à la jeune fille le numéro du manager d'Arthur, et celle-ci hoche la tête en silence. Walsh demande à la jeune fille si elle veut coucher avec lui. Amanda hoche la tête en silence, puis regarde l'homme avec horreur. Mademoiselle Smith avoue timidement avoir mal compris quelque chose, mais Dan l'assure qu'elle a bien entendu. Le patron déclare avec un sourire suffisant que la jeune fille était très clairement jalouse de lui. Amanda admet qu'elle pensait qu'Anna était sa fiancée et qu'elle voulait sincèrement la prévenir. La jeune fille marmonne de façon absurde que c'était sa première fois la nuit dernière et que cela devrait être important pour elle. Dan interrompt ses marmonnements et demande, perplexe, s'il n'a pas été à la hauteur des attentes de la jeune fille la nuit dernière. Amanda, gênée, se tortille les doigts et avoue avoir commis une énorme erreur, puis demande pardon. Walsh croise les bras et demande à mademoiselle Smith si elle sait pourquoi il l'a choisie. Amanda reste silencieuse et le patron explique que c'est grâce à la capacité de la jeune fille à gérer rapidement les situations difficiles. Soudain, Dan demande à la jeune fille si elle est sûre de ne pas tomber amoureuse de lui s'il décide de la séduire. Amanda baisse la tête et dit qu'elle en est absolument certaine. La jeune fille lève la tête au ciel et déclare que les relations amoureuses n'ont pas leur place dans son monde. Le soir, Terry mange joyeusement du poulet et demande pourquoi son père ne mange pas avec eux. L'homme répond qu'il a déjà déjeuné au café et souhaite à son fils un bon appétit. Amanda, perdue dans ses pensées, picore nonchalamment son assiette avec sa fourchette. La récente conversation de la jeune fille avec Walsh et son air sûr de lui reviennent en mémoire. Soudain, Amanda frappe bruyamment du poing sur la table et crie que ce soit la première fois ou non, elle ne devrait pas en être tenue responsable. La jeune fille, folle de rage, déchiquette le poulet et déclare que sans ce fichu argent, elle ne se serait jamais retrouvée dans cette situation. Effrayée, Terry marmonne qu'il ira certainement voir Alan pour une séance photo et gagner de l'argent pour sa sœur. Amanda calme son frère en lui disant qu'elle est juste fatiguée et qu'ils doivent aller jouer avec Teddy. Le frère serre sa sœur dans ses bras et lui dit qu'il est très content qu'elle ne parte nulle part aujourd'hui. Il y a 7 ans, le lendemain du décès de sa mère, un médecin a annoncé à Amanda que l'âge mental de Terry était resté bloqué à 6 ans. Ma sœur ne comprend pas comment cela a pu arriver, car mon frère était sur le point d'entrer au lycée. Le médecin explique que Teddy souffre de troubles de la mémoire suite au choc, qu'il a des chances de se rétablir, mais que ce n'est qu'une question de temps. Chaque jour, Terry avait de plus en plus de mal à lire et à se souvenir du nom des choses. La responsabilité de s'occuper de son frère reposait entièrement sur les épaules d'Amanda, car son père était occupé au café. La jeune fille couche son frère et reste assise avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme.
et le jeune homme, comme auparavant, appelle sa mère en dormant. Amanda a toujours du mal à croire qu'elle ait accepté de travailler à l'hôtel, car lorsqu'elle était indépendante, elle avait plus de temps pour s'occuper de son frère. Le téléphone émet un bip, la jeune fille ouvre le message reçu et regarde l'écran avec étonnement. Le président Walsh demande à Amanda si elle dort déjà ou non. La jeune fille, paniquée, ne sait pas si elle doit répondre. Sans attendre de réponse à son message, Dan décida d'appeler mademoiselle Smith. Comprenant qu'elle ne pourra pas s'échapper, Amanda répond à l'appel et salue poliment son patron. En entendant la voix de son interlocutrice, l'homme lui demande pensivement pourquoi elle est si essoufflée. Ne trouvant rien de mieux à dire, Amanda répond qu'elle s'entraînait et demande ce qui s'est passé. Avant même d'avoir le temps d'obtenir une réponse, la jeune fille entend son frère l'appeler assez fort depuis la chambre. En entendant une voix masculine inconnue, Monsieur Walsh se raidit visiblement. Ne comprenant toujours pas qui est l'invité d'Amanda, l'homme regarde son téléphone avec surprise. La jeune fille a raccroché. Walsh s'effondre sur le lit et pense avec lassitude qu'Amanda le frappe. Mais on ne sait pas si c'est bon ou mauvais. Sous la douche, Dan repasse dans sa tête différents épisodes impliquant la fille et réalise avec irritation qu'il est jaloux d'elle. Le lendemain matin, Monsieur Kant présente Amanda à l'équipe de direction et l'informe qu'elle travaillera désormais comme organisatrice de mariage. Amanda accueille tout le monde avec entrain et déclare qu'elle a hâte de travailler ensemble. Les jeunes gens accueillent la jeune fille avec joie et espèrent que leur équipe deviendra encore plus performante. Jack regarde mademoiselle Smith avec un sourire et dit qu'il faudrait d'abord réfléchir à la façon dont elle a soudainement intégré l'équipe. Kant affirme que les salutations sont terminées, que le président prendra ses fonctions dans une semaine et que tout doit donc être vérifié avec soin. Alice montre à Amanda son lieu de travail et lui annonce joyeusement qu'elles seront assises côte à côte. Jack tapote l'épaule de la jeune fille et lui dit avec un sourire que, puisqu'elle est nouvelle, elle devrait commencer à prendre des réservations. Amanda a passé la moitié de la journée au téléphone, à préparer le mariage secret d'Anna. Alice pose un verre sur la table de la jeune fille et lui propose de faire une petite pause café. Le jeune cadre affirme que Jack est le gendre du vice-président et qu'il n'est arrivé là que grâce à ses relations. La jeune fille affirme que Jack est certain que mademoiselle Smith a été promue ici et qu'il a même essayé de découvrir qui l'avait promue. Amanda s'est étouffée avec son café en apprenant que, selon une des versions de son arrivée, elle avait séduit le président. Mademoiselle Smith se dit qu'elle a couché avec Dan après avoir accepté le poste, donc techniquement, ça ne compte pas. Alice avertit Amanda de faire attention car Jack tentera de lui faire du mal par tous les moyens. Soudain, le téléphone interne sonne et le mot « amour » s'affiche à l'écran. Après avoir répondu au téléphone, Amanda, gênée, déclare qu'elle va immédiatement aller voir Monsieur Walsh. Alice, stupéfaite, déclare que c'est la première fois qu'elle voit un tel numéro interne et demande à qui il appartient. Amanda affirme qu'elle est convoquée par le président pour signer un contrat. Alice en déduit que c'est ainsi que le numéro de Monsieur Walsh est enregistré sur tous les téléphones internes. Amanda sort dans le couloir et pense avec sarcasme qu'Alice sera pire que le manager Jack. La jeune fille se trouve au numéro 206 lorsque soudain son téléphone se met à sonner. Lorsque Dan lui demande pourquoi il ne l'a pas encore reçu, Amanda répond qu'elle a appelé la chambre mais que personne n'a répondu. Walsh déclare avec un sourire que les travaux de rénovation du bureau du président se sont terminés hier et que mademoiselle Smith y a été convoquée. Tom tend un dossier à la jeune fille et lui explique qu'ils discuteront plus tard du montant du salaire annuel et que ce contrat marquera le début de leur collaboration. Monsieur Walsh se tourne vers la secrétaire et demande à être laissé seul avec mademoiselle Smith. Soudain, Tom déclare timidement que le président devrait revenir sur le contrat une fois que ses hormones seront revenues à la normale. Amanda regarde la secrétaire avec étonnement et en conclut qu'elle souffre d'hallucinations auditives. Dan est terriblement gêné et avoue à Tom qu'il n'a absolument aucune idée de ce dont il parle. Gêné, Monsieur Jones raconte que le président a appelé ce matin et que cela avait un lien avec Monsieur Walsh et Madame Smith. Dan soupire lourdement et la secrétaire annonce que le président du conseil d'administration a l'intention de rendre visite au président. Amanda réalise soudain que Tom parlait aussi d'elle. À ce moment-là, les employés de l'hôtel s'inclinent par respect et saluent le président. Amanda signe le contrat à la hâte, prétextant qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle partira probablement. La jeune fille s'approche de la porte et aperçoit soudain des ombres derrière elle et entend des voix. Mademoiselle panique et pense qu'elle doit se cacher. Si le président la voit ici, elle aura des ennuis. Soudain, Dan saisit la main de la jeune fille et la cache brusquement derrière son large dos en lui disant de ne pas bouger.
Le président entre nonchalamment dans le bureau et s'arrête en face de Walsh. Donald Walsh regarde Dan et dit qu'il doit être un homme très occupé. Amanda tremble derrière Dan, qui lui dit calmement que de nombreux problèmes requièrent son attention. Le président baisse les yeux et remarque que, pour une raison inconnue, 2 paires de jambes se trouvent devant lui. Soudain, Donald demande à son petit-fils s'il l'ignore simplement parce qu'il est à la retraite, et si ce n'est pas le cas, il aimerait saluer la personne qui se cache derrière lui. Amanda s'avance en courant, s'incline profondément et se présente, en disant qu'elle fait partie de l'équipe événementielle. Ce que la jeune fille a appris en organisant des mariages pour les riches, c'est que ces derniers se considèrent supérieurs aux autres, et que la communication avec les simples mortels est indigne d'eux. Amanda écoute le silence, mais en réalité, elle aimerait que le président lui crie dessus, exigeant qu'elle laisse son petit-fils tranquille. Soudain, Donald sourit et demande à la jeune fille si elle sort avec son petit-fils. Amanda fait un geste de la main et explique qu'il s'agit d'un malentendu, qu'elle est venue ici uniquement pour des raisons professionnelles. La jeune fille regarde Dan, qui, pour une raison inconnue, a rougi et reste obstinément silencieux. Le vieux monsieur Walsh sourit et dit qu'ils devraient tous dîner ensemble. Dan demande à Amanda quand il lui conviendrait d'aller dîner, mais la jeune fille répond qu'il lui est difficile de trouver du temps libre le soir. La jeune fille indique que les problèmes sont liés à ses affaires personnelles et qu'elle ne souhaite pas en parler. Walsh sourit et déclare que, conformément à la clause numéro 1 du contrat, Mademoiselle Smith est tenue d'informer M. Walsh de toutes les actions nécessaires. Amanda feuillette le contrat en panique et se dit qu'elle aurait dû le lire attentivement avant de signer. Dan affirme avec suffisance que tout est une question de confiance. Il lui prête une grosse somme et ne veut pas que la jeune fille s'enfuie. Amanda est perplexe et demande ce qui se passera si elle veut rompre le contrat. Walsh répond que dans ce cas, il n'y aura pas d'argent, mais que si toutes les conditions du contrat sont remplies, alors le coût du diadème sera intégralement payé. L'homme remarque que, quoi qu'il en soit, c'est Mademoiselle Smith qui l'a touché la première. Après un moment de silence, Dan raconte qu'Amanda a touché son corps, sa fierté, son désir de gagner et, finalement, son cœur. Cette nuit-là, Amanda eut du mal à ouvrir les yeux, sans savoir où elle était ni ce qui se passait. Dan agite la main devant le visage de la jeune fille et lui demande si elle va bien. Amanda déclare que M. Walsh est tout simplement beau et l'embrasse. En observant l'expression de la jeune fille, Walsh réalise que les souvenirs d'Amanda commencent à s'éclaircir. Dan change de sujet et demande à Amanda si son travail se passe bien. La jeune femme répond que l'équipe est très sympathique. Le président indique que si la jeune fille est dérangée par quelque chose, elle devra l'en informer immédiatement. Voyant le visage perplexe de la jeune fille, Dan lui dit qu'ils ne font que commencer, donc les moments gênants sont tout à fait acceptables. Walsh rapporte que le président est très persistant, la jeune fille ne pourra donc pas se soustraire au dîner. Le soir, Amanda quitte l'immeuble et pense que cette longue journée est enfin terminée. La jeune fille se souvient de ce stupide contrat et réalise que tous ses problèmes sont dus à cette maudite tiare. Soudain, une voiture s'arrête brusquement devant Mademoiselle Smith et klaxonne. Dan sort du siège conducteur, tend la main à Amanda et l'invite à monter dans la voiture en lui disant qu'il fait beaucoup plus chaud à l'intérieur. Peu importe l'angle d'approche, les statistiques montrent que, lors de la prise de décision importante, le hasard joue un rôle bien plus important que les décisions rationnelles. C'est pourquoi il est si important d'échanger des émotions lors des négociations, car grâce à elles, on peut créer l'atmosphère adéquate. Amanda se demande ce que Dan pourrait obtenir s'il gagnait. S'attend-il vraiment à conquérir son cœur ? La voiture franchit le portail et ralentit devant une luxueuse demeure illuminée. Le président accueille chaleureusement les invités et espère qu'ils sont arrivés sans problème. Amanda salue l'homme et lui dit que le voyage s'est bien passé. Donald sourit, désigne la salle à manger du doigt et invite les jeunes à table. Le serveur verse du vin et le président demande à Amanda si c'est vrai que la jeune fille a récemment travaillé dans leur équipe. Soudain, l'homme s'excuse d'avoir posé des questions, propose de dîner d'abord, puis de reprendre la conversation. Tom entre soudainement dans la pièce, s'excuse pour l'intrusion et explique qu'il y a des problèmes urgents concernant l'acquisition d'un nouvel hôtel. Dan s'en va, le président demande à Amanda s'il peut lui parler franchement. La jeune fille acquiesce d'un signe de tête. Donald affirme que Dan a l'habitude de se battre pour ce qu'il aime depuis son enfance. Un jour, alors qu'il était écolier, le jeune homme goûta un plat lors d'une fête et en tomba tout simplement amoureux. Après cela, Dan a mangé ce plat 3 fois par jour pendant 10 mois entiers, comme s'il en était obsédé. Donald fait remarquer que si son petit-fils aime quelque chose, il ne reculera devant rien. Amanda écoute l'homme, perplexe, et réalise que, comme elle s'y attendait,
Il ne s'agissait pas d'une impulsion passagère. Le président affirme que la passion pour la gastronomie ne peut pas nuire à cet homme, mais que les relations humaines sont une toute autre affaire. La jeune fille tressaille lorsque Donald lui demande si c'est vrai que son frère a des problèmes de santé mentale. Amanda, les mains jointes, déclare que Terry n'a plus aucun problème, qu'il vit sa vie et vaque à ses occupations quotidiennes. Le président affirme qu'il possède tout ce qu'une personne pourrait désirer et qu'il peut aider Amanda et sa famille. L'homme demande à Amanda comment elle souhaiterait conclure un accord avec lui. La jeune fille demande avec méfiance au président comment il compte l'aider précisément. Donald remarque que, comme on le lui avait dit, la jeune fille a le sens des affaires. L'homme affirme pouvoir donner à Amanda tellement d'argent qu'elle et son frère en auront assez pour le restant de leurs jours. Mademoiselle Smith demande pourquoi le président lui suggère tout cela. Donald affirme que tous les regards sont désormais tournés vers Dan, la fusion hôtelière, qu'il s'agit d'une période d'essai pour lui en tant que président et qu'il n'a montré aucune faiblesse jusqu'à présent. La jeune fille regarde Donald droit dans les yeux et lui demande s'il veut dire que c'est elle qui est devenue le point faible de Dan. Le président affirme que, même si c'est triste à admettre, c'est exactement ainsi que les choses se passent. Amanda est surprise d'apprendre que, si elle n'accepte pas l'accord, Donald lui fera vivre un enfer. La jeune fille pense tristement que l'homme dit de telles choses terribles uniquement pour qu'elle quitte son petit-fils. En réalité, il n'y a aucune relation entre la jeune fille et Dan. Amanda, en principe, ne comprend pas comment elle pourrait le contacter. Donald sourit, heureux, en constatant que la jeune fille est d'accord et dit qu'elle doit s'occuper de son petit-fils. La jeune fille regarde l'homme avec perplexité et il lui explique que son petit-fils est tombé amoureux pour la première fois. Le président dit que Dan a beaucoup de défauts et qu'il était parfois terriblement stupide, mais qu'Amanda devrait essayer d'établir une bonne relation avec lui. Donald fait remarquer que son petit-fils sera furieux s'il découvre cette conversation et demande à la jeune fille de garder le secret. Amanda comprend que, pour faire simple, tant que la fusion hôtelière n'est pas terminée, elle ne peut pas entamer de relation avec Dan. Grâce à l'intervention du président, le contrat d'Amanda et de Dan sera annulé, mais il y a un problème. Le demi-million de dollars que donne le président représente le prix de la tiare perdue et le demi-million que donne le président du conseil d'administration représente le prix des sentiments humains. Amanda demande fermement à Donald de lui laisser le temps de réfléchir. Soudain, un jeune homme entre dans la pièce et demande pardon aux personnes présentes pour son retard. Un jeune homme intéressant apparaît devant Amanda, se présente comme Sean et dit être très heureux de faire sa connaissance. L'homme dit qu'il attend de rencontrer la jeune fille depuis longtemps, mais Amanda le regarde avec une perplexité totale. Au même moment, Dan retourne dans la salle à manger, visiblement mécontent de ce nouvel arrivant dans la compagnie. Il y a clairement de l'animosité entre les deux hommes, ce dont Amanda n'a toujours pas conscience. Dan aborde Amanda et lui dit qu'une urgence est survenue et qu'ils doivent quitter le dîner. Les jeunes gens prennent congé de tout le monde à la hâte et quittent le manoir. En chemin vers la maison, Amanda regarde Dan et lui demande ce qui s'est passé au dîner, ce à quoi l'homme répond qu'il n'a pas à répondre. La jeune fille remarque avec frustration que Dan était autrefois gentil et poli. Ses sentiments se sont-ils vraiment refroidis si vite ? Amanda fait remarquer qu'ils auraient facilement pu sauter le dîner, alors pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? La jeune fille apprend avec colère que Walsh espérait en réalité que, grâce à ce dîner, il pourrait au moins se débarrasser temporairement de l'attention constante de son grand-père. Amanda reste silencieuse, offensée. Au bout d'un moment, Dan dit que, de toute évidence, la jeune fille l'a mal compris. Le président indique que la jeune fille a déjà travaillé avec des personnes similaires et sait comment se comporter avec elles, et la remercie du fait qu'aucun problème ne se soit produit lors du dîner. Amanda reconnaît qu'elle a été naïve de croire que prendre soin des autres pourrait combler le vide dans son cœur. La jeune fille est assise sur le lit, sans lâcher son téléphone, et repasse en boucle dans sa tête tout ce qui s'est passé entre elle et Dan. Amanda se couche et pense tristement que 2 semaines se sont écoulées depuis le dîner et qu'elle n'a reçu aucun message de son patron. La jeune fille relit une fois de plus le message précédent de Walsh, le téléphone lui glisse des mains et lui tombe sur le visage. Amanda saisit son téléphone et fixe avec horreur le message qu'elle a envoyé par erreur. Soudain, le téléphone se met à sonner et le numéro de Dan s'affiche. Amanda répond au téléphone, gênée. La voix de Walsh lui ordonne sans plus attendre de sortir. L'homme dit qu'il veut la rencontrer et qu'il sera chez elle dans 15 minutes. La jeune fille comprend que si elle refuse cette rencontre maintenant, elle va tout gâcher. En se regardant dans le miroir et en voyant ses cheveux sales et ses vieux vêtements, Amanda se dit que 15 minutes, c'est clairement trop court pour elle. Pendant ce temps, Dan, au volant de sa voiture,
regarde par la fenêtre et se réjouit à l'idée que mademoiselle Smith ait enfin voulu le rencontrer. Walsh demande à Tom de transférer tous les appels sur son téléphone personnel car il se rend à une réunion importante. La secrétaire se demande ce qui pourrait être plus important que la prochaine conférence avec l'une des succursales de l'hôtel. La voiture s'arrête devant la maison de mademoiselle Smith. Dan l'appelle et lui dit qu'il est temps de sortir. Les jeunes roulent en silence. Amanda se dit que Dan est très occupé. Une fois garé dans le parking souterrain, Walsh ouvre poliment la portière à la jeune fille et l'informe qu'ils sont venus dîner chez lui. La jeune fille sort maladroitement de la voiture, sa jambe se tord et Amanda est projetée en avant, s'accrochant désespérément à l'homme. Walsh prend les mains d'Amanda et remarque à quel point elles sont froides, ce qui suggère qu'elle pourrait avoir des problèmes de circulation sanguine. Mademoiselle Smith répond que le type est très observateur et que ses mains et ses pieds sont froids même en plein été. Walsh conduit la jeune fille jusqu'à l'entrée et lui dit que les ramen chauds sont parfaits pour se réchauffer. Le couple entre dans l'ascenseur et Amanda constate avec plaisir que Dan ne lui a pas lâché la main. Dans l'appartement, la jeune fille observe les lieux avec intérêt. Il est très spacieux et incroyablement chic. Remarquant que Dan s'apprête à cuisiner, Amanda prend l'initiative, déclarant qu'elle est une très bonne cuisinière. Au bout d'un moment, le couple regarde le plat avec surprise. La jeune fille, gênée, avoue avoir mélangé tout ce qu'elle a trouvé dans le réfrigérateur. Amanda dit que demain est le grand jour du président et que pour être à son avantage, il ne faut pas trop manger le soir. Soudain, mademoiselle Smith regarde Walsh et lui demande sans détour si le dîner n'était qu'un prétexte. Dan verse du thé aux fleurs et Amanda, qui l'observe, remarque à quel point il est calme. Walsh affirme que la société a entamé la construction de l'un des plus grands hôtels de l'île de Wando. Les yeux d'Amanda s'illuminent d'intérêt et elle demande quelle sera la taille de la salle de banquet. Dan nous sert du thé et nous dit que la salle sera immense, mais que le bâtiment est encore en construction, donc il faudra y aller. Mademoiselle Smith pense que si la salle est immense, il faudra une personne supplémentaire pour organiser le travail sur place. L'homme regarde la femme et se dit que, lorsqu'il est à côté d'elle, il lui est difficile de rester dans le cadre d'une relation purement professionnelle. Soudain, Dan se lève et dit que si mademoiselle Smith a fini son thé, il la raccompagnera chez elle. Debout dans le couloir, Amanda se retrouve très près d'un homme qui la fixe du regard. Soudain, Dan prend délicatement le menton de la jeune fille et rapproche son visage du sien. Un instant plus tard, les jeunes gens s'embrassent passionnément, oubliant tout et tous. Soudain, l'évidence lui apparaît. Amanda se serre plus fort contre Dan et se dit qu'elle regrette vraiment de ne pas se souvenir de leur soirée. Soudain, la lumière se rallume. La jeune fille reprend ses esprits et repousse doucement l'homme. Dan se tient tout près et lui demande discrètement si elle veut vraiment partir. Amanda comprend que si elle attend encore un peu, elle ne pourra certainement pas partir. Alors elle déclare d'un ton résolu qu'elle doit rentrer chez elle. Soudain, le couple entend des bruits étranges juste devant la porte d'entrée. Dan ouvre la porte d'un geste décidé et demande avec colère qui est là. Une femme se tient sur le seuil et dit avoir besoin de la signature de Monsieur Walsh, le propriétaire de l'appartement. Sans écouter jusqu'au bout, Dan tend la main et exige de lui remettre les documents. Après avoir signé les papiers, le couple se dirige vers l'ascenseur, gêné, sans prêter attention à la femme. Dans l'ascenseur, Dan remarque qu'Amanda a le visage caché dans ses mains et qu'elle tremble de tout son corps. Walsh demande pardon à la jeune fille pour le manque de tact de la dame et promet que cela ne se reproduira plus. Amanda rit de façon incontrôlable et dit que le président est très mignon quand il est gêné. Dans la voiture, Dan, perplexe, demande à mademoiselle Smith si elle le trouve vraiment mignon. La jeune fille explique qu'elle vient de remarquer que lorsque Dan est confus, il a l'air très drôle. Le téléphone d'Amanda sonne, elle répond et demande à Terry pourquoi il était réveillé. La jeune fille dit qu'elle est sortie faire des courses et qu'elle rentrera bientôt chez elle. Mademoiselle Smith regarde son patron et ne comprend pas pourquoi son humeur a changé si radicalement. Monsieur Walsh se tourne vers Amanda et lui demande d'un air suspicieux qui est Terry. La jeune fille tourne le visage de l'homme vers elle et lui dit qu'il doit se calmer et qu'il n'a aucune raison d'être jaloux. Voyant la voiture approcher, Terry sort en courant, tout joyeux, et agite les bras. La sœur regarde son frère avec étonnement et lui demande pourquoi il est sorti nu par un temps pareil. Amanda pousse son frère vers la maison, et celui-ci lui demande pensivement qui était cet homme à côté d'elle. La jeune fille regarde par le portail, fait un signe de la main à Dan et lui souhaite un bon voyage. Amanda jette un dernier regard vers le portail et se dit qu'elle pourra plus tard parler à Dan de sa relation étrange avec son frère. La jeune fille jette un dernier coup d'œil autour d'elle et se demande si elle pourra un jour confier tous ses secrets à son patron.
Un grand nombre de journalistes s'étaient rassemblés à la cérémonie d'investiture du président Dan Walsh. Dan s'approche du micro et déclare que peu de gens ont apprécié son retour et qu'il ne sait pas comment se faire bien voir de ces personnes. Cependant, il a le pouvoir de faire de la chaîne hôtelière Aikil la meilleure au monde, et il demande à ses employés de le soutenir dans ce domaine. Monsieur Walsh affirme que ce n'est qu'en travaillant ensemble qu'ils pourront atteindre des sommets. Amanda applaudit le discours de Dan et pense que son beau visage joue désormais en sa faveur. Alice apparaît soudainement à proximité et déclare que leur président est un homme vraiment beau et qu'il a même des fans. Sean s'approche de Dan, lui serre la main et lui dit que le président est formidable. Amanda regarde Sean avec suspicion, se souvenant du dîner. L'hostilité entre les deux hommes est palpable. La jeune fille se tourne vers Alice et lui demande qui est l'homme qui se trouve à côté du président Walsh. Alice affirme que Sean est le vice-président de la société. Amanda, perplexe, déclare ne pas l'avoir vu sur la liste des invités. Le jeune manager affirme que Sean ne vient que pour la presse. Aucun grand événement n'est complet sans lui. Alice remarque qu'à une époque, Sean lui-même ambitionnait le poste de président de la société. Mais soudain, M. Deng est revenu de l'étranger et depuis lors, tous les regards sont tournés vers lui. M. Walsh discute avec les membres du conseil d'administration tout en cherchant Mme Smith du regard dans la pièce. Alan s'approche d'Amanda, la jeune fille le salue joyeusement et lui demande si la fusillade est terminée. Le photographe invite la jeune fille à s'approcher. Il va lui montrer les photos de la séance. Alan affirme que Terry était détendu devant la caméra et il est certain que le garçon a un vrai talent. Amanda regarde fièrement les photos de son frère et déclare qu'il est tout simplement magnifique. Soudain, une voix froide se fait entendre près des jeunes gens, demandant qui est ce personnage magnifique. Irrité, Dan se tient devant Amanda. Tom, visiblement nerveux, se tient derrière lui. Walsh regarde Alan et remarque qu'il est un client fréquent de son hôtel. Le jeune homme explique qu'il y a eu une séance photo de mariage et que, comme Amanda, il est responsable de ses clients jusqu'au bout. Amanda se tourne vers Alan et, ignorant son patron, l'invite à aller prendre un café. La jeune fille tire le garçon par la main et lui dit que les photos sont superbes et qu'elle va les payer. Lors de la réunion, M. Kant révèle que l'hôtel a commencé à accueillir beaucoup plus d'événements. Le gérant indique qu'ils s'attendent à une augmentation des bénéfices grâce à l'organisation d'événements en semaine. Kant remarque que grâce à Mlle Smith, le nombre de candidatures pour les événements a considérablement augmenté. Dan n'a pas dit un mot de tout ce temps. Le gérant lui demande avec inquiétude si tout va bien. Walsh lance un regard menaçant à Amanda, mais la jeune fille se détourne ostensiblement de lui. Assis dans son bureau, Dan repense à Alan avec irritation. C'est un Walsh et il n'a pas l'habitude de perdre. Le directeur Kant entre dans le bureau. Dan le regarde et déclare qu'il a besoin de son aide. Le patron dit qu'il va se rendre sur l'île de Wando cet après-midi et qu'il a besoin de l'aide de Mlle Smith. Le président annonce son départ avec Amanda et demande donc l'autorisation de Kant, chef du département. Kant s'excuse auprès de Mlle Smith pour la soudaineté du changement et lui dit qu'une voiture l'attendra à l'hôtel. Dans la rue, Tom est perplexe. Non seulement le patron prévoit de conduire sans secrétaire, mais en plus, il veut prendre le volant. Mlle Smith sort et regarde autour d'elle. Le président l'interpelle aussitôt. Amanda s'excuse pour le retard. Elle aidait un client à s'orienter. En chemin, la jeune fille demande où ils vont. Dan répond que Kant aurait dû le lui dire. La jeune fille regarde le navigateur et réalise avec étonnement qu'il se dirige vers l'île de Wando, située à 300 km de là. Comprenant qu'il est inutile de discuter, Amanda se résigne et regarde silencieusement par la fenêtre. Monsieur Walsh conduit en silence, mais jette des coups d'œil en coin à sa compagne. Il cherche désespérément à comprendre ce qui empêche leur amour. Debout sur la côte, Dan s'étire, fatigué, et déclare qu'ils sont enfin arrivés. Amanda contemple l'eau avec ravissement. Cela fait si longtemps qu'elle n'a pas vu l'océan. Dan invite la jeune fille à faire une promenade et à explorer un peu les environs. Le président affirme qu'il était intéressé par l'idée d'une formule de service de mariage simplifiée. Le président fait remarquer que les travaux d'aménagement intérieur n'ont pas encore commencé. Il souhaite donc maintenant entendre l'avis de Mlle Smith sur la salle. Le couple explique que plus on s'éloigne de la capitale, plus les salles de réception sont souvent vides, mais que s'ils se tournent vers des mariages plus intimes, cela contribuera à améliorer la situation. L'homme invite la jeune femme à réfléchir à la création d'une ambiance romantique qui s'intégrera parfaitement à l'image du nouvel hôtel. Amanda remarque que la plupart des couples partent en lune de miel immédiatement après les festivités. Soudain, la jeune fille demande s'ils auront le temps de rentrer aujourd'hui. L'humeur de Walsh change brusquement.
et il demande à la jeune fille si elle est vraiment si mal à l'aise en sa présence. Amanda révèle qu'elle n'a pas prévenu sa famille et s'excuse d'avoir induit son patron en erreur. L'homme songe au fait qu'Amanda parle volontiers de son travail, mais ne parle jamais de sa vie. Sur le seuil du restaurant, Dan tend délicatement un verre de café à la jeune fille. Amanda prend une gorgée avec plaisir, pensant que Dan lui-même ne boit que des tisanes spéciales. Le patron regarde sa montre et dit qu'il a un rendez-vous et Amanda doit trouver un endroit où ils pourront passer la nuit. La jeune fille regarde son patron d'un air perplexe. Après tout, il n'a pas l'intention de revenir aujourd'hui. Monsieur Walsh conseille à la jeune fille de ne pas s'inquiéter. Dès qu'ils auront terminé leurs affaires, ils rentreront immédiatement chez eux. Dan ferme l'ordinateur avec lassitude et dit qu'il a besoin de faire une pause. Amanda entre dans la chambre et dit que si le patron n'a besoin de rien d'autre, elle l'attendra dans la voiture. Dan regarde la jeune fille avec perplexité et lui dit qu'il fait froid dans la voiture et qu'elle peut facilement attendre dans la chambre. Walsh remarque que mademoiselle Smith l'ignore depuis hier et ne le regarde même pas. La jeune fille est gênée, ne sait pas quoi dire et marmonne quelque chose d'absurde en guise de réponse. Soudain, Amanda lève les yeux et déclare que lorsqu'elle regarde un homme, elle ne peut penser qu'à ses lèvres. Dan se presse la main contre le front et dit qu'il a eu les mêmes pensées et que lorsque la fille a commencé à l'ignorer, il a eu peur de perdre la raison. L'homme s'approche d'Amanda et remarque qu'il n'a plus besoin de sa permission pour l'embrasser. Dan rapproche son visage de celui d'Amanda, et elle pense avec fatalisme qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Le couple se laisse tomber sur le lit et commence à s'embrasser passionnément, oubliant tout le reste. Soudain, Dan entend un ordinateur portable émettre un bip dans la pièce voisine, signalant le début d'une nouvelle conférence. Amanda pousse Walsh avec force vers l'ordinateur et lui dit d'arrêter de se comporter comme un enfant. Dan part à contre-cœur, dit qu'il sera libre dans 3 heures et invite la jeune fille à se reposer. 3 heures plus tard, Dan, épuisé, s'étire avec lassitude, réalisant qu'il est complètement exténué. En entrant dans la chambre, l'homme voit Amanda recroquevillée sur elle-même, dormant paisiblement. Dan pense avec émotion que même le bruit assourdissant des sirènes ne réveillera pas la jeune fille. L'homme, avec précaution et en veillant à ne pas déranger la jeune fille, la recouvre d'une couverture. Le matin, Amanda se tourne sur le côté et se dit qu'elle a très chaud, mais sa main repose sur quelque chose de dur. La jeune fille ouvre soudain les yeux, et Dan dit d'un ton moqueur qu'il est très chatouilleux à son contact. Amanda se détourne avec horreur, ne comprenant pas comment il se fait qu'elle se réveille à nouveau dans le même lit que son patron. Dan se met à rire gaiement en voyant l'air perplexe de mademoiselle Smith. La jeune fille, gênée, demande pourquoi le président a couché avec elle s'il y avait une autre chambre dans la pièce. Walsh observe Amanda et lui demande si elle a l'habitude de dormir avec son frère. La jeune fille regarde l'homme avec perplexité et lui demande comment il savait cela. Dan raconte que la nuit dernière, une fille lui est apparue en rêve et, invitant Terry, s'est allongée dans son lit. Amanda s'excuse timidement et explique qu'elle n'a pas bien dormi ces derniers jours et que c'est sans doute pour cela que c'est arrivé. Walsh affirme que tout va bien et que grâce à la jeune fille, il a également pu dormir. Mademoiselle Smith se cache timidement sous la couverture. Le patron a l'air d'un bel homme au réveil, ce qui n'est pas le cas d'elle. Le président déclare en riant qu'il est assez de jouer à cache-cache. Il est temps pour eux de se préparer à prendre la route. La jeune fille s'enfuit et Dan se souvient qu'Amanda ressemblait à un petit chaton lorsqu'elle dormait sur son épaule. Dans la voiture, la jeune femme regarde son patron et ne comprend pas comment elle pourrait plaire à un tel homme. Près de la maison d'Amanda, Dan se penche vers la jeune fille, qui se fige dans l'attente d'un baiser. Mais le patron ouvre simplement la portière de la voiture et dit bonne nuit à mademoiselle Smith avec un sourire. Voyant la gêne de la jeune fille, Walsh se met à rire et dit qu'ils se reverront demain. Amanda ne parvient à ouvrir la porte que lorsque Terry se jette à son cou et lui dit qu'elle lui manque énormément. Quelque temps plus tard, la sœur remarque que le garçon a du mal à garder les yeux ouverts et le conduit au lit. Kant demande à Amanda si le voyage sur l'île de Wando s'est bien passé. La jeune fille répond que tout va bien. Le responsable indique qu'il vient de recevoir un appel et qu'on lui a communiqué certaines informations. Amanda se fait immédiatement l'idée que quelqu'un aurait pu voir la voiture de son patron devant chez elle. La jeune fille est paniquée et pense que bientôt des rumeurs vont se répandre dans toute la ville, selon lesquelles l'homme riche fréquente une simple employée d'hôtel. Monsieur Kant remarque que le visage d'Amanda a changé et lui demande si elle se sent bien. Le directeur tend une carte de visite à la jeune fille et lui dit qu'à 10 heures, ils l'attendent dans la chambre 1623. La jeune fille prend la carte de visite et demande de quel genre de réunion secrète il s'agit.
Monsieur Kant affirme que leur client VIP prépare un mariage secret et souhaite en confier l'organisation à mademoiselle Smith. L'homme remarque que, durant la conversation, la cliente n'a prononcé que son nom. Elle devra donc y aller seule? Amanda avoue timidement que tenir une réunion privée dans une chambre d'hôtel lui semble un peu étrange. Le directeur regarde attentivement l'ordinateur et déclare que mademoiselle Smith n'a rien à craindre, car leur client est une personne très respectable. Monsieur Kant regarde sa montre et dit que si la jeune fille ne se rend pas à la réunion immédiatement, elle risque d'être en retard. Amanda frappe à la porte de la chambre et dès qu'elle s'ouvre, elle salue poliment et se présente. La jeune fille n'a pas le temps de finir sa phrase que quelqu'un lui saisit la main et la traîne dans la pièce. Amanda se jette violemment contre ce qui est clairement la poitrine d'un homme, se met à la frapper et à hurler que personne n'a le droit de la traiter ainsi. Mademoiselle Smith lève les yeux et aperçoit Dan Walsh debout devant elle, qui lui fait remarquer doucement qu'il l'attendait. L'homme attire la jeune fille contre lui et se penche vers elle avec l'intention de l'embrasser. Mais Amanda se retire, gênée. Le patron raconte qu'il a décidé de vérifier lui-même le numéro. Mais dès son arrivée, il s'est rendu compte que mademoiselle Smith lui manquait beaucoup. Amanda n'a pas le temps de protester que Dan pose son doigt sur ses lèvres et regarde la porte, derrière laquelle on n'entend des pas. Soudain, Amanda repousse l'homme et lui couvre la bouche de sa main, déclarant qu'il s'est trop permis de faire des excès ces derniers temps. La jeune fille, se reculant d'un bond, déclare gênée qu'il devrait encore faire plus de bruit à l'hôtel. Walsh remarque qu'il existe un moyen bien plus efficace de le faire taire et embrasse la jeune fille. Le patron soulève Amanda et la pose directement sur la commode près de la porte d'entrée. La jeune fille se laisse complètement aller au doux baiser de l'homme, ne pensant qu'à une chose. Il ne s'arrête pas. Mais soudain, Amanda éloigne brusquement Dan et lui dit qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça et qu'ils doivent arrêter. Gêné, Walsh remarque qu'il ne semble plus avoir besoin de demander la permission. Amanda insiste sur le fait que le patron ne peut pas faire tout ce qu'il veut pendant les heures de travail. Dan prend la main de la jeune fille dans la sienne et lui dit que le directeur Kant est au courant de leur relation. Elle ne devrait donc pas s'inquiéter. Walsh affirme que le manager Kant est son meilleur ami depuis l'école et qu'il n'a aucun secret pour lui. Amanda est contrariée et dit que des gens chuchotent déjà dans son dos sur la façon dont elle a obtenu ce travail. Et Dan ne fait qu'attiser les tensions. Le président change instantanément de visage et demande avec colère qui a osé répandre des rumeurs. Amanda baisse les yeux, gênée, et pense qu'elle ne devrait probablement pas calomnier le gérant Jack. Elle dit à voix haute que cela n'a pas d'importance. Dan remarque que ces rumeurs insultent non seulement mademoiselle Smith, mais aussi lui-même. La jeune fille se dit que, de toute façon, Jack ne gagnera rien à répandre des rumeurs sur une employée aussi ordinaire qu'elle. Dan est au téléphone, et Amanda pense que toutes ces rumeurs pourraient n'être qu'une banale lutte de pouvoir. Mademoiselle Smith entre dans le bureau et annonce joyeusement son retour, mais la réponse est le silence. S'approchant de son lieu de travail, Amanda demande à Alice à voix basse ce qui se passe. La jeune fille frissonne de peur, se tourne vers sa collègue et lui avoue, gênée, qu'elle ne l'avait pas remarqué. Amanda remarque une atmosphère pesante au bureau et demande ce qui s'est passé. Alice lui suggère alors d'aller dehors. Assise dans l'espace pause, un café à la main, mademoiselle Smith demande avec étonnement à sa collègue qui a bien pu dire une chose pareille. En apprenant que Jack répandait ces rumeurs, Amanda se prend la tête entre les mains et déclare que cela ne sert à rien. La jeune fille déclare avec véhémence qu'elle ne croit pas à l'existence de la liste des employés à licencier établie par le président. Alice remarque qu'il existe des rumeurs encore plus incroyables qui ne font que provoquer des rires. Horrifiée, Amanda apprend la rumeur selon laquelle le président aurait une fille différente pour chaque étage. La véritable raison pour laquelle le président est si occupé, c'est qu'il est un coureur de jupons invétéré et qu'il entretient une relation exécrable avec le président du conseil d'administration. Mademoiselle Smith n'en croit pas ses oreilles quand elle entend d'où viennent tant de fables. Alice assure que tout cela est vrai. Sa cousine qui travaille à la réception le lui a raconté. Judy a déclaré qu'aujourd'hui, le secrétaire Tom avait pris les clés de plusieurs chambres, soi-disant pour les vérifier, et qu'il avait ensuite appelé une jeune fille dans chaque chambre. Surprise, Amanda s'étouffa avec son café. Elle ne pouvait pas dire qu'il n'y avait qu'une seule fille et que c'était elle. Alice demande à mademoiselle Smith de garder cette conversation secrète, car personne ne doit rien savoir. La jeune responsable explique avec tristesse qu'elle s'est disputée avec son père et qu'il ne l'aide plus. Elle ne risque donc pas de perdre son emploi. Soudain, Amanda se met à agiter le doigt et déclare avoir entendu une version complètement différente. La jeune fille murmure quelque chose à l'oreille d'Alice,
après quoi celle-ci porte ses mains à sa bouche et déclare que cela est tout simplement impossible. La jeune fille s'exclame que ce ne peut pas être un invité secret, mais Amanda pose son doigt sur ses lèvres. Les experts qui visitent les hôtels sous couvert de clients ordinaires pour évaluer la qualité du service sont appelés clients mystères. On peut les comparer aux auditeurs du guide Michelin, mais ils évaluent non pas la nourriture, mais le service fourni par l'hôtel. Amanda explique que les contrôles régulièrement effectués par le président sont liés à cela. La réputation de l'hôtel pourrait être ternie par des rumeurs infondées concernant le nouveau président. Tout comme le mur de Berlin est tombé suite à un article mensonger rédigé par un journaliste italien. Il est possible qu'à l'aide de rumeurs, il veuille saper la réputation du président au point que cela devienne un prétexte pour le destituer. Soudain, Alice demande comment mademoiselle Smith le sait, car l'invité secret apparaît à l'improviste. Amanda demande d'un ton menaçant si le travail de qualité n'est pas leur principale responsabilité. Si tout est en ordre, alors ils n'auront pas à s'inquiéter d'invités secrets. Alice déclare avec enthousiasme que mademoiselle Smith est une véritable professionnelle et la meilleure. Amanda jette sa tasse de café vide et dit qu'il est temps de rentrer. Alice, gênée, explique qu'elle doit aller aux toilettes et qu'elle rejoindra son patron un peu plus tard. Mademoiselle Smith remarque qu'Alice sort son téléphone et, avec un sourire en coin, espère qu'elle pourra lancer une nouvelle rumeur. Le gérant Jack fume à l'entrée. Amanda passe devant lui en faisant semblant de ne pas le remarquer. Avec un sourire narquois, Jack demande s'il est vrai que le président a personnellement contribué à l'avancement de carrière de mademoiselle Smith. La jeune fille ramasse le mégot de cigarette jeté à la poubelle et déclare froidement que les ordures doivent y être. Alors qu'Amanda ouvre les portes, elle se demande jusqu'où Jack peut aller. Madame Smith répond au téléphone et on lui annonce qu'une voiture l'attendra au 2e étage du parking. En descendant vers le parking, le téléphone d'Amanda sonne à nouveau. Cette fois, c'est son patron. Observant la jeune fille par la fenêtre de la voiture, Dan lui demande où elle est et on lui répond qu'elle est déjà en route pour chez elle. Walsh regarde par la fenêtre et dit que la fille ne sait absolument pas mentir. Voyant Amanda monter dans une voiture, le patron ordonne au chauffeur de se renseigner sur le propriétaire du véhicule. La voiture de Walsh démarre en trombe à la poursuite de la jeune fille. Tom demande à son patron s'il doit appeler la limousine de l'hôtel. Dan regarde sa montre, remarque qu'il est tard et dit qu'il va devoir prendre les transports en commun. Dans la rame de métro, Monsieur Walsh regarde par la fenêtre et se demande qui peut bien posséder une voiture aussi chère. Au restaurant, après le dîner, la secrétaire verse soigneusement du thé à son patron. Tom reçoit un message l'informant qu'Amanda vient d'entrer dans le salon VIP du même restaurant où se trouve Monsieur Walsh. La secrétaire tente d'assimiler l'information et se demande ce que mademoiselle Smith peut bien faire dans un endroit pareil. Dan se tourne vers Tom et lui demande s'il y a plus d'informations concernant sa question. La secrétaire secoue la tête. Amanda suit la serveuse élégante dans le couloir, émerveillée par le chic de l'endroit. Au même moment, Monsieur Walsh et sa secrétaire sortent de la cabine privée. Dan se retourne et pense qu'il entend maintenant la voix d'Amanda partout. En entrant dans le box, mademoiselle Smith la salue poliment, le président la salue à son tour et remarque qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Amanda et Donald boivent leur thé en silence, n'osant pas entamer une conversation. Il y a un mois, Amanda est venue voir le président, qui a préparé un contrat pour elle. La jeune fille lit attentivement le document et s'assure qu'il ne contient rien d'autre que ce qui a été convenu. Donald affirme que, comme convenu, Madame Smith rencontre son petit-fils jusqu'à ce que la fusion soit finalisée. Soudain, Monsieur Walsh déclare qu'il a une condition. N'attendant rien de bon, Amanda est surprise d'apprendre que le président lui demande de l'informer des affaires de son petit-fils une fois par mois. Donald regarde la jeune fille et lui demande ce qui s'est passé d'intéressant dans la vie de Dan au cours du mois écoulé. Amanda commence par raconter qu'il y a quelques jours, ils sont allés sur l'île de Wando. La jeune fille affirme que Dan lui a spécifiquement demandé de les accompagner pour discuter du concept d'une nouvelle salle de réception. Monsieur Walsh est surpris de constater que son petit-fils n'aime généralement pas être entouré de monde. Au bout d'un moment, la conversation se transforme en un échange amical et enthousiaste, ce qui procure du plaisir aux interlocuteurs. Assise dans le bus, la jeune fille pense que, quoi qu'il en soit, elle ne peut pas se détendre en présence du président. Amanda remarque que même si Donald s'indigne parfois, il est clair qu'il aime son petit-fils comme personne d'autre. Pourtant, lorsque le grand-père et le petit-fils se rencontrent, on dirait qu'ils sont prêts à s'entretuer. Soudain, la jeune fille regarde joyeusement par la fenêtre et remarque qu'il neige. Amanda se souvient qu'elle et sa mère allaient construire un bonhomme de neige dès les premières neiges. La jeune fille pense avec tristesse qu'aujourd'hui sa mère lui manque plus que d'habitude.
Bercée par le mouvement et la chaleur, la jeune fille s'endort sans entendre le téléphone sonner dans son sac. Descendue à son arrêt, Amanda s'étire doucement, heureuse d'avoir pu se reposer un peu. Soudain, la jeune fille entend une voix derrière elle, qui remarque que mademoiselle Smith est en retard. Amanda examine le président et lui demande pourquoi il est si sombre. En riant, mademoiselle Smith demande quel genre de casse-cou a bien pu trouver pour avoir osé torturer son patron. Lorsque Dan lui demande où elle était, la jeune fille répond qu'elle était en rendez-vous avec son amie Nora. Walsh ferme les yeux et pense qu'Amanda doit avoir une raison de ne pas vouloir lui dire la vérité. Soudain, l'homme serre Amanda fort dans ses bras et lui dit qu'il lui fait entièrement confiance. La jeune fille se souvient qu'avant, elle ne voulait protéger personne d'autre que sa famille, mais que maintenant, quelque chose a considérablement changé. Amanda frotte sa joue contre celle de Dan et lui murmure à l'oreille qu'elle ne veut aller nulle part. La jeune fille fixe Walsh du regard et dit qu'elle veut rester à ses côtés aujourd'hui. Debout sur le seuil, Amanda invite l'homme à entrer. Dan embrasse la jeune fille sur le front et lui dit tendrement qu'il aime aussi cet endroit. Amanda évoque avec gêne l'épisode avec le voisin de son patron et dit que quelqu'un pourrait les entendre à nouveau. Le président prend la jeune fille dans ses bras et Amanda, gênée, lui demande de la remettre sur ses pieds. Walsh se déshabille lentement et dit à Amanda d'appeler chez elle pour lui dire qu'elle ne viendra pas aujourd'hui. L'homme touche doucement la jeune fille et lui murmure qu'elle devrait le regarder et ne pas détourner le regard. Dan dit qu'il va maintenant montrer à la fille à quel point il la désire désespérément, au point d'en trembler de tout son corps et d'avoir les yeux qui pétillent. Monsieur Kant aperçoit Amanda dans le couloir et, surpris, lui fait remarquer qu'elle n'aurait pas dû venir aujourd'hui. Madame Smith explique timidement que le médecin l'a examinée, lui a donné des médicaments et lui a conseillé de se reposer et qu'elle est maintenant prête à partir. La jeune fille se souvient avoir trouvé hier soir sur son téléphone un SMS que Dan avait écrit en son nom. L'homme a déclaré qu'une seule nuit ne lui suffirait pas, alors il a accordé un jour de congé supplémentaire à Amanda. La jeune fille soupire de fatigue. Le patron a mis son plan à exécution et elle n'a pas pu dormir de la nuit. Alice remarque que le visage de sa collègue s'est assombri et il est maintenant évident qu'Amanda ne se sentait pas bien. Alice déclare soudain que, si l'on en juge par les taches rouges sur le cou de la jeune fille, elle n'a manifestement pas passé la nuit dernière chez elle. Voyant la gêne de sa collègue, Alice dit en riant qu'il est inutile de mentir sur les allergies, on ne la trompera pas. Assise dans la salle à manger, Alice déclare timidement que, puisqu'Amanda organise des mariages, elle doit posséder des connaissances très précieuses. La jeune fille confie qu'elle songe depuis longtemps à entamer une relation avec un beau garçon. Alice décrit son homme idéal et précise qu'en plus de son physique, il devrait également diriger l'entreprise. Amanda pose la question en décrivant son idéal, mais Alice avait quelqu'un en particulier en tête. Sa collègue sourit et admet que c'est précisément pour cette raison qu'elle a obtenu un emploi dans cette entreprise. Alice avoue être follement amoureuse du président de la société, Dan Walsh. Amanda regarde la jeune fille, perplexe, et pense que cela ne peut tout simplement pas être possible. Mademoiselle Smith demande si Alice lui a dit que le patron est un coureur de jupons invétéré. La jeune fille affirme être amoureuse de Monsieur Walsh depuis le lycée, où ils étudiaient ensemble. Déjà à cette époque, Monsieur Walsh était totalement irrésistible, et Alice fut amoureuse de lui pendant 3 ans. La jeune fille a découvert que le garçon prévoyait de partir étudier à l'étranger, alors elle a décidé de lui écrire une lettre d'amour. En arrivant dans la classe de Dan, la jeune fille fut surprise de voir que son bureau était couvert de cadeaux et de lettres. N'ayant rien trouvé de mieux, Alice rassembla tous les cadeaux dans sa veste et décida de les emporter discrètement hors de la classe. Et bien sûr, c'est à ce moment précis qu'Alice a croisé Dan à la porte. La jeune fille soupire et dit que cela remonte à si longtemps que Monsieur Walsh ne se souviendra de rien. Alice déclare soudain qu'elle est absolument sûre que le patron ne fréquente toujours personne. Amanda sourit et se demande si elle devrait dire à Alice qu'elle a déjà cueilli cette fleur. Sa collègue affirme qu'elle ne demande pas à Amanda de la présenter au président. Aussi douée soit-elle pour promouvoir les choses, elle n'y parviendrait pas. Soudain, Alice demande à Amanda de lui parler de son petit ami, qui il est et ce qu'il fait. Mademoiselle Smith détourne la conversation, remercie la jeune fille pour son aide et lui demande de garder le secret sur tout ce qui s'est passé. Alice assure qu'elle et Amanda sont désormais du même côté et qu'elle peut donc lui faire entièrement confiance. Monsieur Kant entre dans le bureau du directeur et appelle Mademoiselle Smith. L'homme demande si Amanda était chargée d'organiser le mariage d'Anna, la sœur de Monsieur Walsh, et de l'acteur Arthur. La jeune fille confirme et précise que le mariage a eu lieu la semaine dernière et qu'ils sont actuellement en lune de miel.
Kang affirme qu'il y a probablement eu une plainte concernant le travail des organisateurs parce que le président souhaite rencontrer Madame Smith à ce sujet. Soudain, Alice se lève d'un bond et demande à la jeune fille la permission de l'accompagner afin d'acquérir de l'expérience. Jack demande avec un sourire en coin ce qui pourrait bien se passer si Mademoiselle Smith était convoquée personnellement au bureau du président. Dans le couloir, Alice suggère à Amanda de porter plainte contre Jack pour harcèlement sexuel. Tom ouvre les portes et annonce qu'Amanda et Alice sont arrivées. Se retournant brusquement, Monsieur Walsh regarde le jeune cadre avec perplexité. Dan demande très grossièrement s'il a dit à Mademoiselle Smith de venir seule. Le patron demande si Amanda a amené une employée subalterne avec elle pour qu'elle puisse observer comment elle se ferait réprimander. Se tournant vers Alice, Dan lui demande brutalement si elle veut toujours être là. La jeune fille, effrayée, s'incline respectueusement et dit qu'elle s'en va déjà. Seule, Amanda avoue que c'est de sa faute et demande pardon. Walsh sourit et dit que si la jeune fille est vraiment désolée, elle devrait l'embrasser. L'homme s'approche et prend la jeune fille par les mains. Amanda, déconcertée, demande ce qui cloche avec sa plainte. Walsh lisse délicatement les cheveux d'Amanda et la rassure en lui disant qu'il a tout arrangé. Soudain, la jeune fille repousse violemment le président et crie avec rage qu'il doit revenir à la raison.